L'hebdo politique. Bonsoir et bienvenue dans l'hebdo politique, votre rendez-vous politique du dimanche soir sur Radio Sensation, épisode 182. Notre premier invité pour la nouvelle année est Jean-Frédéric Poisson. L'hebdo politique. Jean-Frédéric Poisson, bonsoir. Bonsoir et bonne année à tous. Bonne année, meilleurs vœux. Quel est votre vœu d'ailleurs pour vous pour cette nouvelle année ? Que le peuple français retrouve confiance en lui et retrouve confiance dans ses institutions. C'est presque un vœu pieux quand on voit le point d'où nous partons, mais je crois que si cette confiance n'est pas retrouvée dans ces deux sens, peu de choses seront possibles. C'est un vœu que vous auriez pu faire l'an dernier, il y a 2 ans, 3 ans, il y a depuis de nombreuses années, ce sont des sujets... Oui, mais vous savez, c'est comme la paix, la justice et toutes les grandes choses, n'est-ce pas ? On n'a jamais fini de les construire, donc il faut les souhaiter en permanence. Non, je crois que cette défiance a pris cette année 2020 un accent un peu particulier, très prononcé. Et je pense que beaucoup des troubles qui percutent notre pays ces temps-ci, même les États-Unis, comme on l'a vu ces jours-ci, au fond, proviennent de ça. Quand vous perdez confiance dans les institutions et dans la capacité, votre propre capacité comme peuple à faire face aux événements, ma foi, tous les débordements sont à craindre, malheureusement. Vous êtes l'ancien maire de Rambouillet, député des Yvelines, aussi ancien député des Yvelines. Vous êtes aujourd'hui le président de VIA, la Voix du Peuple. Voix avec un E et pas un X, c'est le nouveau nom de votre parti, ex-parti chrétien-démocrate dont vous êtes le président depuis 2013. Pourquoi vous avez décidé de changer ce nom ? Est-ce que c'est pour tourner définitivement la page des années Christine Boutin et marquer de votre sceau ce parti ? C'est l'histoire, même immédiate, puisque vous êtes en train de le faire, l'interprétera certainement de cette façon. C'est un des aspects, sans doute, plus profondément. Je pense qu'il était nécessaire de changer de nom parce qu'il finissait par être compris de travers. C'est peut-être notre faute, mais c'est la faute du temps qu'il fait. Quand nous nous sommes appelés Parti chrétien-démocrate, nous avons pris cette décision pour bien marquer que, de notre point de vue, personne ne pouvait être exclu de la cité, et que notre conception de la cité était fondée sur une dignité humaine partagée par tous, sans condition, sans exception et sans restriction. Quelques années plus tard, au moment des élections municipales, tout particulièrement l'an dernier, j'ai été interrogé par un certain nombre de vos confrères sur ma position, notre position concernant l'arrivée de listes défendues et portées par des musulmans dans telle ou telle commune de France. Et un de vos confrères m'a tout naturellement dit, évidemment, vous êtes chrétien, vous êtes contre les listes de musulmans. Je dis, mais pourquoi voulez-vous que je sois contre les listes de musulmans ? Moi, je veux qu'il y ait débat, je veux qu'on comprenne ce qu'ils veulent et que les Français choisissent en fonction. Et nous avons compris à ce moment-là que, à partir du moment où nous voulions nous porter une conception universelle de la cité d'un côté et que nous étions perçus comme un parti communautariste de l'autre côté, cet écart-là ne pouvait pas être résorbé. Donc il fallait que nous changions de nom, ce que nous avons fait. Désormais c'est VIA, Voix du Peuple. VIA, la Voix du Peuple, et VIA par opposition à En Marche, c'est-à-dire à cette espèce de mouvement perpétuel qui vient de nulle part et dont on ne sait pas où il va. Nous proposons un espace partagé qui a une origine, une destination, qui est borné par des fossés dans lesquels il ne faut pas aller et qu'on peut partager. Et une destination peut-être, ce sera la présidentielle de 2022. On en parlera, parlons déjà de l'actualité la plus brûlante en tant qu'homme politique et candidat à la présidentielle prochaine. Vous avez dû être attentif aux annonces faites par Jean Castex jeudi soir dernier. Rien de profondément nouveau. On s'attendait à ce que les lieux culturels ou commerces encore fermés ne rouvrent pas rapidement. C'est confirmé, au moins jusqu'en février. Nouveau rendez-vous pris à cet égard le 20 janvier. Vous aviez déposé un référé liberté en octobre dernier contre le couvre-feu. J'imagine que votre appréciation de ces annonces est forcément négative et mauvaise. Je suis consterné et en colère. Je suis consterné parce que la gestion de cette crise sanitaire depuis le début est une catastrophe. Je ne comprends pas pourquoi les responsables politiques français, qu'ils soient du pouvoir exécutif ou du Parlement, même si le Parlement en ce moment, on se demande un peu à quoi il sert, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas tiré les enseignements de ce que d'autres pays ont mis en place. Fermeture des frontières, tests massifs, isolement des personnes qui sont malades et on les soigne.
Nous avons pris, nous, en Allemagne, en Angleterre, ils ont décidé de reconfiner malgré l'accélération très massive de la campagne de vaccination. Le reconfinement, le choix de principe du confinement, ça veut dire on ne soigne pas ceux qui sont malades. C'est ça que ça veut dire. On ne les soigne pas, on attend que ça se passe. Le fait de tout fermer veut dire que pour une épidémie, je mets des guillemets, qui tue 0,5 pour 1000 de la population, 0,5 pour 1000. 66 000 personnes en France jusqu'à présent. Alors on va dire 1 pour 1000, c'est-à-dire 0,1%. Très franchement, est-ce que ça vaut le coup de tout bloquer, de mettre durablement à la rue, pour ne pas dire sous les ponts, des tas de commerces, des tas d'artisans, des tas de salariés, je pense aux saisonniers en ce moment, qui soient ceux des stations de montagne, qui se retrouvent sans rien, sans chômage à partir de... Enfin, ils vont se retrouver avec rien. Ce qui veut dire que pour vous, il faut rouvrir tous ces commerces encore fermés, les bars, restaurants, salles de sport. Oui. Massivement ou avec des précautions tout de même ? Prenons des précautions, mais ne tuons pas un secteur d'activité. Encore une fois, beaucoup de gens ne se remettront pas de cette nouvelle fermeture. Et quand vous voyez les chiffres actuellement qui sont sur un plateau, apparemment, c'est parti pour durer tout de même ces fermetures. Oui, et bien malheureusement. Malgré tout, malgré les chiffres, vous dites il est possible de rouvrir, de faire autrement. Il est possible de faire autrement à partir du moment où on accepte l'idée que tout ne se décide pas de manière centrale à Paris entre une poignée de personnes qui ne sont responsables devant rien ni devant personne. Deuxièmement, il est possible de trouver des solutions à partir du moment où on demande aux acteurs de les trouver. Les fédérations de restaurateurs et les restaurateurs, je prends cet exemple-là, sont des gens responsables. Les maires sont des gens responsables. Les préfets sont des gens responsables. Les associations locales sont des gens responsables. Les Français sont des gens responsables. Donc si on leur dit, trouvez des solutions, ouvrez un jour sur deux, ouvrez une rue sur deux, un numéro pair un jour, un numéro impair un autre jour, j'en sais rien. Faites quelque chose. Ne vous contentez pas, je m'adresse au pouvoir exécutif, et paraît-il à ceux qui nous représentent au Parlement, même si représenter Parlement sont deux mots très exagérés en l'espèce, mais arrêtez de regarder ça comme si c'était un poisson rouge dans un aquarium. Est-ce que vous pensez comme... alors, il ne l'a pas dit, mais Jean Castex a quand même annoncé qu'il pourrait y avoir de nouvelles mesures plus restrictives qui pourraient être prises dans les prochains jours. Est-ce que vous pensez que Jean-Frédéric Poisson va être reconfiné une troisième fois ? C'est ce qui nous pend au nez, si vous me permettez l'expression. J'espère que non, parce que on sait là encore depuis longtemps, que la seule chose certaine, la seule chose à propos du confinement dont on soit certain, c'est qu'il fabrique massivement de la pauvreté. Voilà. Confinement égale fabrique de pauvreté. De manière... Colère sociale aussi ? Vous craignez une explosion sociale dans le pays, à l'image de ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, qui était avant la crise malheureusement inéluctable. Vous pensez avant l'élection présidentielle de 2022, qui va être un moment important pour... Je ne le souhaite pas, mais je ne vois pas comment on pourrait l'éviter. Tout le monde voit bien que des tas d'entreprises aujourd'hui qui sont sous perfusion, ou sous somnifères, c'est comme on veut, les deux à la fois d'ailleurs, et qu'ils savent pour beaucoup d'entre elles, comment vont-elles faire face à leurs échéances du printemps ? Comment est-ce que les 250 ou 300 000 salariés de la restauration vont retrouver une activité lorsque la moitié des établissements auront fermé ? Je dis la moitié pour... malheureusement, ça pourrait être davantage que ça. Comment est-ce que les salles de sport... Enfin, tout ça fait des centaines de milliers de personnes. Et vous pensez qu'elles vont perdre leur emploi pour beaucoup d'entre elles. Sur l'action économique de l'État, c'est un peu le bon point que tout le monde donne à l'État. Les aides quand même massives financières qui permettent à beaucoup quand même de survivre très difficilement, mais de ne pas couler en tout cas tout de suite. Est-ce que vous reconnaissez ça, que l'État était assez... L'action économique de l'État, c'est l'action du pompier qui vient éteindre le feu qu'il a lui-même allumé. Donc heureusement au moins il a pris conscience qu'il avait allumé un feu. Oui, c'est mieux que si c'était pire, comme dit l'autre. Mais non, l'action économique de l'État devrait consister à utiliser moins les aides et ce que j'appelais la perfusion et les somnifères à l'instant à l'égard des entreprises, et un peu plus privilégier des solutions de terrain décidées par les acteurs locaux pour faire en sorte que les activités redémarrent. Et vous ne pouvez pas expliquer aux gens, et en tout cas moi vous ne pourrez pas l'expliquer, qu'il n'y a pas de danger à se retrouver dans une gare, dans un centre commercial pour aller faire ses courses, alors qu'il y en a pour aller
faire du vélo à 4 mètres de distance en respectant toutes les choses dans les salles de sport, ou aller manger, dîner au restaurant avec des tables à 2 mètres les unes des autres, gel à l'entrée, gel à la sortie, masque jusqu'à ce qu'on s'assoie, etc., etc. Vous ne m'expliquerez pas ça. Donc il n'y a aucune logique sanitaire à ce que ces activités soient encore fermées au moment où nous parlons. Il faut qu'elles rouvrent le plus vite possible. Et ça sera peut-être en février. Le rendez-vous donné par le gouvernement et par Jean Castex, c'est le 20 janvier pour une nouvelle conférence de presse. Jean Castex, justement, jeudi dernier, a parlé aussi de cette campagne de vaccination qui est soumise à beaucoup de critiques, beaucoup de débats. Il a rappelé le désir d'accélérer la vaccination en France. 1 million de personnes devraient l'être fin janvier. 600 centres de vaccination fonctionneront aussi très bientôt. Est-ce que c'est là la solution, la panacée pour relancer justement l'économie et passer à autre chose? J'ai cru voir sur vos réseaux sociaux une vidéo datant de décembre où vous étiez quand même pas très favorable à cette vaccination. Vous jugiez que ça allait trop vite, vous. Tout le monde dit que ça va trop lentement, pour vous ça va trop vite. Mais il y a deux choses. Il y a premièrement, ça va trop lentement pourquoi ? Parce que à partir du moment où vous avez fait du vaccin ou de la vaccination, la condition de sortie des mesures restrictives de nos libertés que nous sommes en train de subir, confinement, couvre-feu, fermeture d'activités, etc., liberté de réunion publique, et état d'urgence sanitaire qui pourrait être repoussé encore, prolongé. Il y a des élections régionales au mois de juin, et départementales, nos auditeurs le savent bien, donc il se pose aussi la question de leur liberté d'électeurs, tout ça n'est pas rien. Quand vous faites du vaccin et de la vaccination massive, la condition de reprise normale de ces activités, faut aller vite. Chaque 24 heures que vous perdez, c'est une catastrophe, 24 heures de plus de catastrophe pour les acteurs économiques, 24 heures de plus pour nous de restriction de liberté. Donc il faut aller plus vite. Donc il faut aller vite, mais se pose la question de la qualité de ces vaccins, de leurs conséquences. Le ministre de la Santé, qui n'en rate pas une, disait hier encore, il n'y a pas de graves effets secondaires de ces vaccins. On n'a pas 15 jours d'expérience sur l'administration. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en sache ? Vous pensez que les dirigeants, notamment européens, et puis dans le reste du monde, puisque les vaccins sont diffusés aujourd'hui partout dans le monde presque, et plus massivement ailleurs qu'en Europe, est-ce que vous pensez qu'ils prendraient des risques pour la santé de leurs concitoyens Mais je pense surtout que... je ne suis pas sûr que la santé de leurs concitoyens soit une préoccupation de rang 1. Je pense qu'ils ont dans cette affaire... Pour les chefs d'État des pays, vous dites que... Oui, absolument. Je pense qu'ils ont beaucoup pensé à se protéger, eux, de toute forme de procédure judiciaire et veiller à ne pas être inquiétés par leur peuple pour la gestion calamiteuse qui a été la leur. Et je pense que... il y aurait des conséquences. S'il y a des morts demain ou des effets secondaires très graves, il y aura des conséquences pour les hommes politiques en place. Le aussi. Parlement a pris des dispositions pour que les responsabilités de la crise sanitaire ne soient pas non plus... Le Parlement français a voté des dispositions. C'était l'an dernier, au mois de mai, autant que je me souvienne. Vous verrez, c'est intéressant de regarder cette espèce d'exonération de sa propre responsabilité. Mais je crois surtout que... Et c'est le drame que vivent les peuples. Et c'est ce que nous disent aussi... les perdants de la mondialisation malheureuse, comme le peuple américain, dont une fraction s'est exprimée de manière extrêmement violente. On va en parler, ouais. Comme une partie de nos concitoyens. La soumission des pouvoirs publics à des intérêts financiers supérieurs, qui leur dictent leur conduite, provoque le malheur des peuples. Et de temps en temps, cette soumission va jusqu'à favoriser la mise sur le marché de produits sanitaires dont les conditions sanitaires de sécurité ne sont pas toutes remplies. C'est la vérité. Donc là, selon vous, c'est surtout des intérêts financiers qui poussent, par exemple, l'Agence européenne des médicaments ou la Commission européenne à valider 2 vaccins, notamment Moderna cette semaine. Je pense qu'en tout cas, le poids financier des institutions qui vendent ces vaccins n'est pas neutre, premièrement. Et j'observe que ce sont sans doute les vaccins les plus rapides. Complot entre... Non, ne parlons pas de complot. Non, parlons pas de complot. Il n'y a pas de complot. Mais d'entente entre politique et industrie pharmaceutique pour faire du business. Cher monsieur. Pour bien comprendre ce que vous dites, parce que c'est important. Vous êtes un futur candidat à la présidentielle. Merci de me donner cette précision. Il y a beaucoup de domaines de l'activité dans lesquels on constate des collusions objectives entre les opérateurs ou des acteurs économiques d'un côté et le pouvoir politique de l'autre côté. Ce n'est pas une nouvelle. Non. La France a perdu, dans les décennies qui viennent de s'écouler, quelques-uns des plus beaux fleurons de son industrie. Alstom, Technip, Alcatel-Lucent, Arcelor, des grands opérateurs mondiaux qui étaient pour beaucoup parmi les premières entreprises mondiales dans leur secteur d'activité. Pourquoi avons-nous perdu ces fleurons de l'industrie ? Parce que quelques personnes
ont eu intérêt financièrement à ce que les choses se passent ainsi. Et nous avons été dépouiller, nous, peuple français, des choses qui étaient notre bien commun. Mais on s'attaque à la France, mais pas à l'Allemagne, par exemple, puisque l'Allemagne, visiblement, dans le jeu économique mondial, s'en sort mieux que la France. C'est une réalité qu'on peut vous accorder. L'Allemagne n'a pas, malheureusement, à la différence de nous, une caste politique oligarque qui peut décider tout, toute seule, et qui s'autoprotège et qui se coopte. La démocratie fonctionne mieux, selon vous, en Allemagne qu'en France ? Sous ce rapport, elle fonctionne mieux qu'en France, c'est certain. En tout cas, cette collusion des intérêts financiers des pouvoirs publics n'est pas une nouvelle. Elle fonctionne malheureusement en France. Et voilà, il y a dans la rapidité avec laquelle, au mépris finalement de beaucoup de règles de prudence sanitaire, on a balancé ces vaccins. On constate d'ailleurs des effets secondaires assez importants, dans des proportions conséquentes dans les premières administrations qui ont été faites aux États-Unis et en Angleterre ces temps-ci. Voilà, donc tout ça est très imprudent. Arrêtons de confiner bêtement, trouvons des solutions. Et vous n'allez pas vous vacciner, voilà. Si je comprends bien. Si on peut résumer. Pour l'instant, certainement pas. Et en plus, attendrez. Tant qu'on ne m'aura pas expliqué pourquoi on atteindrait mon patrimoine génétique. Et tant qu'on ne m'aura pas expliqué l'effet de certains vaccins sur le patrimoine génétique, certainement pas. On va attendre ça, mais le Premier ministre a dit que finalement la vaccination de la totalité de la population française n'était pas une priorité. Ça prendra du temps en tout cas. Donc voilà, nous avons le temps. Peut-être l'occasion d'en reparler. Absolument. Quelle est votre perception des événements survenus cette semaine aux États-Unis? Alors vous n'êtes pas américain, mais forcément ça choque le monde entier. C'est la première puissance au monde, les États-Unis d'Amérique. C'est des soutiens du président sortant tout de même qui ont agi. Ce président qui lui aussi remet souvent en cause de nombreuses vérités. Je dis aussi sans faire d'amalgame avec vous, mais peut-être qu'il partage certaines de vos propos qui ont été dits. Est-ce que vous pensez que toujours à remettre comme ça en cause les éléments qui sont donnés, les intentions politiques des décideurs, ça n'amène pas à ce genre de comportement? Je pense surtout que il y a des choses dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, absolument tout est vérifiable, tout ça est parfaitement constatable par chacun d'entre nous, premièrement. Deuxièmement, je ne crois pas que la mondialisation jusqu'ici ait produit des effets susceptibles de satisfaire tous ceux qui sont attachés à leur mode de vie, à leur emploi, à leur environnement, à leur culture, etc. Il y a une résistance d'un certain nombre de parties des peuples d'ailleurs, en règle générale. Pour le coup, les Américains ont quand même profité de la mondialisation. Pas tous. Non, pas tous. Et on voit bien d'ailleurs que pas tous, parce que, vous savez, il y a aussi une conscience d'être dépossédé de... dans certains endroits, dans certains secteurs d'activité, je pense qu'il y a une clé de lecture de la société américaine. Est-ce que parfois c'est pas plus un sentiment qu'une réalité? Non. Ce qu'on appelle la Rust Belt aux États-Unis, c'est-à-dire la partie nord du pays, tout ce qui a fait la fortune de l'industrie automobile, autour des Grands Lacs, etc., puis toute la Pennsylvanie, toutes ces choses-là, il y a eu des drames sociaux. Dans beaucoup d'endroits où effectivement la société américaine multiculturelle qui est en cause, qu'on voit se fracturer sous nos yeux. Voilà, tout ça, c'est la mondialisation qui est en cause et pas forcément Donald Trump qui depuis 4 ans quand même semble souffler sur l'Everest, tenir des propos. Il a sa responsabilité. Parfois pas toujours il a sa digne de sa responsabilité fonction dans cette affaire. Et comme chef d'État, c'est évident. Il y a une part de responsabilité. Bon, mais je ne crois pas qu'il soit coupable de tous les maux. Il a par ailleurs, et l'histoire fera son bilan, j'ai pas besoin de le faire à sa place parce que je suis pas un de ses supporters, mais je n'aime pas qu'on soit ni inexact ni injuste. Il a réalisé des choses qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait réalisées, auxquelles il ne pensait même pas, parce que il faut une certaine forme de folie pour diriger comme Trump, et le propre de la folie, c'est que ça peut marcher dans les deux sens. Pour le coup, c'est que de temps en temps, c'est un peu inattendu, et parfois, ça donne une audace absolument inédite. Vous n'êtes pas américain, mais si vous l'aviez été, est-ce que vous auriez voté Biden ou Trump au mois de novembre dernier? Je ne Imaginons que demain, vous êtes président de la République. Est-ce que vous préférez dealer avec Donald Trump ou avec Joe Biden? Mais ce que les Français doivent comprendre, c'est que moi, je fais pas de morale. Je considère que pour les intérêts français et européens, une Amérique qui renonce à gendarmer le monde, à imposer son modèle au monde entier, et qui d'une certaine manière remet les acteurs en face de leurs propres responsabilités, c'est plus profitable pour la France et l'Europe que l'inverse. Donc je préfère, de mon point de vue français,
et européen, et d'un point de vue du continent européen, j'aurais préféré que Trump soit réélu. C'est pour nous plus favorable que l'inverse. Cette tension démocratique, et pour terminer sur ce sujet rapidement, est-ce que vous pensez qu'elle pourrait aussi se faire jour en France dans 2 ans lors des élections, enfin 1 an et demi maintenant, lors des élections présidentielles de 2022 ? La tension existe déjà. Mais de tels événements, de telles images, est-ce que vous pensez ou alors c'est propre à l'Amérique, il n'y a pas de raison de s'inquiéter de telle sorte pour la France ? Il y a les choses qui sont propres à l'Amérique, et c'est une société dans laquelle d'abord le port des armes à feu est autorisé. Ça fait une très grande différence par rapport à ce que nous connaissons ici. Deuxièmement, il y a une tradition de brutalité ou de violence institutionnelle sur le continent américain, au nord comme au sud d'ailleurs, que nous avions à peu près réussi à éradiquer de la vie sociale, même si elle revient en force ces temps-ci. Donc pour ces 2 raisons, je pense que non. Nous n'aurons pas, j'espère en tout cas que nous n'aurons pas d'événements comparables. En revanche, la colère et la tension sont présentes de manière extrêmement massive. La violence sociale, de manière structurelle, se réinstalle dans le pays à tous les niveaux et tous les jours. Elle pourrait se manifester autrement. Elle se manifestera autrement. Je ne pense pas que les Français, même s'ils sont très défiants à l'égard de leurs institutions, je ne pense pas qu'ils iraient jusqu'à poser un acte symbolique d'une telle gravité. Mais vous savez, lorsque les peuples se sentent en situation de survie et se sentent agressés au-delà du raisonnable, ils sont capables de débordements de toute nature. Donc il ne faut pas le souhaiter, mais je pense que c'est peu probable, mais ça pourrait arriver malgré tout. Il nous reste quelques minutes seulement, beaucoup de sujets encore à évoquer. On va devoir faire l'impasse sur certains d'entre eux. Parlons quand même de cette présidentielle justement de 2022. Vous êtes déjà candidat. Vous ne participerez pas à une quelconque primaire du centre et de la droite, quoi qu'il arrive. Vous serez candidat à l'élection présidentielle de 2022. Vous aurez vos 500 parrainages. Vous êtes confiant sur le sujet ? Oui, absolument. Et je ne participerai pas... Comme en 2000, on le rappelle pour le contexte, comme en 2016. Absolument, j'étais candidat. Vous aviez fait un peu le buzz à l'époque, puisque vous étiez peu connu, vous l'êtes un peu plus désormais, vous aviez fait 1,5% des voix. Là, vous serez candidat, pas d'entente possible avec la droite républicaine. Non, parce que comment dire, je ne crois pas que la continuation des alliances avec le centre soit politiquement une bonne chose. Moi, je suis un contestataire énergique de tout ce qu'a porté l'alliance des Républicains et du centre depuis longtemps, en particulier de la dimension européenne, et je suis un eurocritique absolument forcené, comme vous le savez, et rien de ce que je vois ces temps-ci ne me permet de changer d'avis. Donc sur ce sujet-là, comme sur beaucoup d'autres, je crois que nécessaire d'affirmer ma propre vision de la société. Ni d'entente comme il fut un temps avec Nicolas Dupont-Aignan ou avec peut-être éventuellement Marine Le Pen ou... Non, vous serez candidat. Je serai candidat, il y a un espace pour porter des choses qui sont exigeantes, une vraie réforme des institutions, je veux redonner le pouvoir au peuple français, c'est ce que j'ai... Et libérer la France de mai 68 comme en 2017, ou alors le slogan a changé ? Non, le slogan va changer parce que les circonstances ne sont plus les mêmes. Même si quand on voit ce qui arrive à Olivier Duhamel ces temps-ci, on comprend très bien que mai 68 a quand même provoqué un certain nombre de ravages. Dont il faudra un jour regarder clairement les conséquences là aussi. Mais ce n'est plus la priorité aujourd'hui selon vous ? Non, la priorité c'est... vous savez, la France vient de subir un accident de la route, elle a traversé le pare-brise, elle est sur le bas-côté, elle est blessée, gravement. Elle n'est pas seule à être blessée. Mais cher monsieur, moi je suis français. Les autres pays s'occupent d'eux, moi je suis français. Donc je m'occupe de la France, et on parle de l'élection française. Elle est blessée, et donc il faut lui porter des gestes de premier secours. Voilà, nous en sommes là. Donc la question est, quels sont ces gestes de premier secours ? Dans quel ordre faut-il lui porter ? Et il faut trouver un accord entre toutes les personnes de bonne volonté pour s'entendre sur ce programme de, de premiers soins. Si on ne fait pas ça, le reste ne servira à rien. C'est ça que je porterai à l'élection présidentielle. Et on aura l'occasion de reparler éventuellement de votre programme. Encore 1 an et demi avant cette élection présidentielle. 15 mois, pas 1 an et demi, 15 mois. 15 mois, c'est beaucoup plus rapide que cela, effectivement. Parlons juste d'un dernier sujet qui, j'imagine, vous intéresse énormément. La famille, c'est un point central de l'ex-parti chrétien-démocrate. Des sujets importants vont arriver au Sénat. C'est aussi un point central de VIA, oui. Ce mois-ci, on reste sur les mêmes thématiques pour VIA aussi. Le Sénat étudiera ce mois-ci en commission le projet de loi relatif à la bioéthique. La mesure phare, on le sait, c'est l'élargissement du droit à la PMA aux couples de femmes et femmes seules. Pour vous, c'est non ? Ah, c'est non, oui. Je n'ai pas changé d'avis sur cette question. À partir du moment où
vous installez toutes les conditions de mise en place de la légalisation des mères porteuses, je ne peux pas être d'accord avec le fait que... Alors c'est pas forcément la PMA qui vous... Si, bien sûr. Ou c'est la GPA qui... Non, mais la PMA aussi. Encore une fois, je n'ai pas changé de point de vue, mais ne serait-ce que pour des raisons de marchandisation du corps humain, qui sera la conséquence immédiate. Et... Sur ces questions de bioéthique, il ne faut plus bouger. Il faut se figer dans un temps éternel et se dire là on a atteint des limites. Bien sûr, on les a même dépassées. Alors que tout bouge, pas ces questions-là, selon vous. Mais oui, parce qu'il y a des constantes dans la nature humaine qu'il faut respecter. Je sais que vous êtes un amoureux de la philosophie, donc. Absolument, merci de le rappeler. Il y a des constantes dans la nature humaine qu'il faut respecter. Et quand on les déborde ou quand on les dépasse, quand on les ignore, on fait des bêtises et on fait du mal au peuple et aux gens. Aussi opposé à la proposition de loi, là j'enfonce une porte déjà ouverte, qui veut étendre le droit à l'avortement de 14 au lieu de 12 semaines aujourd'hui, à 14 semaines. Je n'aime pas l'idée qu'on puisse attenter à la vie d'un être humain innocent. Merci Jean-Frédéric Poisson d'avoir participé à ce premier hebdo politique en 2021 sur Radio Sensation. Je rappelle que vous êtes le président du parti Via, la Voix du Peuple, anciennement Parti Chrétien Démocrate. Merci encore. Merci. L'hebdo politique, c'est fini pour ce dimanche. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet, applications et réseaux sociaux. Bonne soirée à tous et à dimanche prochain sur Sensation. L'hebdo politique.